Alors, merci à tous une fois de plus de consacrer du temps pris dans la soirée après une journée déjà chargée sur la vie de famille, sur la vie personnelle. Mais on apprécie beaucoup avec Stéphane d'être connecté avec vous ce soir et de vous présenter ce petit travail qu'on a fait en commun sur les DMI et le matériel. Globalement, les DMI, les fils, les amplis de brillance, la radioprotection et l'installation et les tables d'opération. C'est Stéphane qui va commencer à parler sur le début de ce programme et puis je prendrai la suite. Et puis, comme d'habitude, on finira par une discussion à partir d'un petit quiz qu'on a préparé, qui est tout à fait simple et qui est juste là pour lancer la discussion entre nous. Alors, je partage mon écran et puis je vais laisser Stéphane parler dessus. Alors, par contre, il faut revenir au début. Voilà. Stéphane, c'est à vous. Oui, donc bonsoir à tout le monde, merci de votre présence. On va commencer cet exposé par traiter des DMI, donc quelque chose que vous utilisez au quotidien et que vous connaissez. On va essayer d'affiner un petit peu vos connaissances. Donc le dispositif DMI, dispositif médical implantable. Donc c'est tout d'abord un dispositif médical qui est défini par le Code de la santé publique dans l'article L552-11. C'est défini comme un produit de santé qui accomplit son action médicale par un moyen mécanique, contrairement à un médicament qui fait son action par un moyen chimique. Donc c'est tout instrument, appareil, équipement, même des logiciels, matières qui sont destinés à être utilisés chez l'homme. Pourquoi faire? Pour diagnostiquer ou prévenir des maladies, pour diagnostiquer, contrôler ou traiter les blessures ou un handicap, étudier ou remplacer ou modifier l'anatomie, donc à ce qui concerne principalement l'orthopédie. Donc ces dispositifs médicaux sont implantables, comme on l'a défini. Donc implantable, qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi défini par le Code de la santé publique. C'est un dispositif médical qui est conçu pour être implanté donc, en totalité dans le corps humain par une intervention chirurgicale qui est destinée à y rester soit définitivement, soit au moins 30 jours. Dans ces dispositifs médicaux, on peut distinguer des dispositifs médicaux implantables actifs. Donc, c'est actif quand ils ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner, comme les pacemakers, par exemple, ou les défibrillateurs internes. Donc, ces différents dispositifs médicaux sont classés en fonction de leur dangerosité. Donc, ça, c'est ça, le fonctionnement sur toute l'Europe. Donc, ça va du niveau le plus faible, qui est la classe 1, vers le niveau le plus élevé, qui est la classe 3. Donc, la classe 1, par exemple, c'est le risque le plus faible. Et contenu dans cette classe, tout ce qui est compresse, fauteuil roulant, les bas de contention, les scalpels réutilisables. La classe 2A, donc un risque potentiel modéré ou mesuré. Donc, c'est les lentilles de contact, les agrafes cutanées, les appareils d'aide auditive, les échographes, par exemple, font partie des DM aussi de classe 2A. On a aussi la classe 2B, qui sont les pompes à perfusion et tout ce qui est suture interne. La classe 3, elle, c'est la classe la plus dangereuse, on va dire, avec une classe de risque la plus élevée. C'est tout ce qui est implant et tout ce qui concerne les prothèses. Bien sûr, des implants sont posés sur prescription médicale. Donc, comme à la clinique du sport, le matériel, tout est informatisé. À chaque fois que vous validez votre saisie d'implant, il y a 3 ordonnances qui se créent et qui sont imprimées. Donc, les premières qui partent à la sécurité sociale, une qui reste dans le dossier du patient et la 3e qui est distribuée aux patients extemporanés. Donc, le patient repart avec l'ordonnance de leurs implants. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, les DMI sont classés par 4 types, donc les DMI non implantables, donc par exemple les pansements, les lunettes, les respi, les logiciels aussi font partie des dispositifs médicaux.
les médicaux implantables, donc on l'a vu dans la première partie. Il y a les dispositifs médicaux sur mesure, donc tout ce qui est prothèse dentaire, prothèse orthopédique sur mesure. Et les diagnostics in vitro, c'est tout le matériel qui fait tous les tests pour les mesures de glucose, principalement les tests de grossesse, voilà, tout ce qui sert à mesurer un seuil de quelque chose. Ensuite, donc les DMI, vous le savez, ils sont définis par leur dénomination, leur référence, les numéros de lot ou de série aussi qui permettent d'identifier précisément un implant défini. Ça date de péremption forcément qu'il faut vérifier à chaque fois qu'on distribue un implant. Le fabricant, la référence interne en ce qui nous concerne, puisqu'aujourd'hui, les dispositifs médicaux avec leur code barre, il n'existe pas de lecteur universel. Donc, sur la clinique du sport, on est obligé de recréer un code interne qui est recréé à la pharmacie avec les étiquettes internes et ces étiquettes que vous scannez et qui sont attribuées aux patients. Le marquage CE, bien sûr. On en vient à l'obligation de traçabilité. Donc, encore une fois, bon, là, ça fait partie intégrante du travail infirmier, mais c'est l'illustration du travail en équipe au bloc opératoire, encore une fois. Car pour la saisie d'un implant, c'est vraiment la communication qui est primordiale. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués et la communication fait que la saisie est exhaustive. Donc, à la base, il y a le chirurgien qui est demandeur et qui est utilisateur des implants, donc il doit bien identifier dans le cas d'implants qui font partie d'ancillaires qui sont stérilisés, il doit bien identifier la référence et vous la communiquer. Il y a les infirmiers de salle donc, qui effectuent la traçabilité et la saisie informatique, les cadres de bloc qui gèrent le programme et les disponibilités du matériel, les pharmaciens aussi qui gèrent la DMI et les circuits de rapprovisionnement et de commande. Donc, encore une fois, vous voyez qu'on est obligé de travailler en équipe. La traçabilité, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, l'ANSM surveille donc, tous les marchés des dispositifs médicaux. Cette surveillance permet de vérifier que tous les opérateurs, les fabricants respectent leurs obligations, donc depuis les conditions de fabrication qui leur sont imposées par les réglementations jusqu'à la distribution aux utilisateurs. Il y a deux principales règles qui gèrent la traçabilité, donc c'est un décret de 2006 et un arrêté de 2007 qui concernent les listes des dispositifs médicaux donc soumis aux règles de traçabilité. Donc la matériovigilance, c'est une première raison de la traçabilité. Donc, comme tout le monde le sait, la matériovigilance, ça a pour objectif d'éviter que se produisent ou ne se reproduisent des incidents ou des risques d'incidents qui mettent en cause les dispositifs médicaux. Il y a un second plan aussi qui concerne la facturation, bien sûr, puisque tout implant qui est posé doit être facturé pour être renouvelé. Donc, au niveau des facturations, il y a deux principales facturations des DMI. Donc, il y a ce qu'on appelle les DMI qui sont inclus dans le GHS. Donc, le GHS, c'est le groupe homogène de séjour. Donc, c'est une enveloppe que reçoivent les établissements de santé pour une intervention. Donc, certains DMI font partie de cette enveloppe, comme tous les petits DMI de pied, en général, tous les DMI qui sont restérilisés par les établissements de santé. Toutes les petites vis, toutes les petites plaques. Et après, il y a tout ce qui est refacturable, comme le sont les prothèses de hanche, les prothèses de genou, les prothèses d'épaule, qui, elles, sont remboursées en plus du GHS qui est attribué à la clinique. Autre plan, le troisième, on va dire, le renouvellement de l'implant. Donc, dès que cet implant est saisi informatiquement, la commande passe par la pharmacie, est validée, va au laboratoire, pour qu'en retour, le laboratoire nous facture et nous relivre un implant en suivant. Les implants, donc trois sortes d'implants encore, les DMI en dépôt, donc là c'est le laboratoire qui met le stock en déposition pour les établissements de santé. Il y a les DMI à l'achat qui sont tracés aussi, mais c'est des stocks qui sont achetés par les établissements. Et les DMI en prêt qui sont prêtés ponctuellement par les laboratoires. Pour valider cette saisie et cette obligation, d'ailleurs, vous le savez tous, il y a un item de la troisième checklist, la troisième partie de la checklist, le check-out, donc, où il faut vérifier que les implants posés ont bien été saisis. Donc, encore une fois, j'insiste sur la traçabilité et l'exhaustivité qu'il faut
sur ces pauses pour éviter des événements indésirables en suivant. Certains établissements, dont la clinique du sport, est informatisée, toute la chaîne est informatisée, donc c'est garant aussi de l'exhaustivité de cette série. J'en ai fini pour les DMI. On va passer ensuite sur les sutures chirurgicales. Donc, qu'est-ce que c'est une suture chirurgicale? Donc, une suture chirurgicale, c'est défini donc, par trois parties. Donc, la première partie, l'aiguille, donc il y a trois parties aussi, la pointe, le corps et sa courbure. Donc, comme vous voyez sur la droite, les différentes courbures que peut avoir une aiguille. Donc, ça part du demi-cercle, du 3/8e, du 5/8e. Une suture, donc c'est un montage associant un fil à une ou plusieurs aiguilles, puisqu'on peut avoir le cas de double aiguillé principalement. Un double aiguillé, c'est constitué d'un fil avec une aiguille à chaque extrémité du fil. Il peut y avoir des bobines de fil, il peut y avoir des boucles ou des loupes, comme on utilise à la clinique. Donc une loupe, c'est une boucle qui est fixée sur une aiguille. Les pointes, donc différentes pointes aussi en fonction de leur but. Les pointes peuvent être rondes, elles peuvent être triangulaires, des pointes diamants. Il existe aussi des pointes mousse. On utilise peu sur la clinique, c'est plus pour du viscéral. Voilà pour les principales pointes. Et en fonction de ces pointes, voilà, ça a des indications particulières. On ne rentrera pas dans les détails, mais en fonction de l'épaisseur de la suture que vous voulez faire, en fonction des plans que vous voulez suturer et en fonction du tissu que vous voulez suturer aussi. Les fils donc, ont plusieurs diamètres. Nous, en France, on utilise l'USP, donc on part de l'USP 12,0, donc c'est vraiment des fils qui sont très très fins, jusqu'au plus gros qui est USP 10. Alors certains utilisent le décimal, certains anciens chirurgiens connaissent encore cette nomenclature, mais aujourd'hui la plus usitée c'est l'USP. Donc on parle de diamètre aussi bien pour l'aiguille que pour le fil, et c'est exprimé donc de façon différente, comme je vous l'ai expliqué. Les fils, maintenant, donc on parle de la résorption des fils, c'est aussi appelé perte de masse, donc c'est le fil qui se délite au fur et à mesure. Donc une fois implanté, le matériel de suture peut rester dans l'organisme ou au contraire se dégrader. Donc nous avons principalement les sutures non résorbables et les sutures résorbables, qui, en fonction de leur capacité, leur catégorie, ont une résorbabilité à faire plus ou moins long terme. Ça peut aller de 15 jours jusqu'à plusieurs mois. Les sutures donc aussi peuvent être constituées de deux principalement fils, on va dire donc un seul fil qui est le monofilament et des tresses, avec chacune leurs caractéristiques qui sont voilà, sensibles en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, en fonction de si on veut faire un surjet, si on veut faire des points, du sous-cutané, du cutané, voilà. Ça, c'est les principales caractéristiques. Il y a aussi la mémoire du fil, dont vous entendez parfois parler. Et en fait, la mémoire du fil, c'est la capacité que possède le fil à retrouver la forme initiale. Donc un fil qui est enroulé, vous voyez des fois les fils tirés sur les sur le fil pour essayer de leur enlever un peu cette mémoire de fil parce que ça fait des nœuds, c'est compliqué à manipuler. Sur la prochaine diapo, vous avez la plupart des fils qui sont utilisés sur la clinique. Voilà, donc ça vous pouvez le retrouver, vous l'avez sur le logiciel de traçabilité documentaire de la clinique. Et on voit, en plus de ces fils, commencer à apparaître, avoir des nouveaux fils, donc qui sont des fils à cran, ce qu'on appelle des fils à cran. Donc c'est un fil qui est autobloquant, avec une espèce d'encre qui, une fois qui est passée à travers la peau, ça s'écarte et ça vient se mettre en tension et se fixer dans les tissus. On a un chirurgien de la clinique qui commence à utiliser ces fils. Voilà, c'est vraiment des fils qui sont récents. Il y a pas mal de travaux donc, sur les fils. On voit apparaître aussi des fils qui sont imbibés d'antiseptiques, donc qui est le triclosan. Voilà, ça c'est des fils aussi qui viennent d'arriver sur le marché, avec pour l'instant pas de grand intérêt suite aux dernières études. Pas beaucoup d'intérêt. Par contre, des risques de fils qui se désagrègent et de sutures qui risquent de s'ouvrir plus facilement à cause du triclosan.
Pour rappel, donc les sutures, ça peut être un acte exclusif IBOD, après bien sûr chirurgical, mais ça peut être délégué aux IBOD. Voilà pour ma partie. Bon, donc à mon tour de prendre le relais avec les systèmes d'imagerie au bloc. Donc tout ça est très résumé, hein, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez vu. On n'a pas beaucoup de temps, donc tout le monde connaît les systèmes d'imagerie dont on dispose au bloc opératoire. On va se limiter à ceux-là. Ils dépendent de l'utilisation qu'on veut en faire, principalement chez nous en fonction de l'articulation. Le choix de ce matériel se fait en fonction de la qualité de l'image produite, mais aussi de l'ergonomie. Et il y a beaucoup de progrès qui ont été effectués et qui sont encore à faire d'ailleurs dans ce domaine-là. C'est des matériels qui sont souvent très lourds à manipuler et puis qui ont un certain encombrement, à la fois en termes de stockage, mais aussi dans la salle d'opération où ils prennent pas mal de place. Au bloc, on a des amplis de brillance, on a des échographes et on a aussi un Surgivisio qui est un appareil de reconstruction de l'image en 3 dimensions. L'ampli de brillance, qui est l'appareil principal, est composé d'un arceau mobile que vous connaissez. L'arceau mobile est lui-même composé de 2 éléments. L'amplificateur de brillance lui-même, qui est le récepteur d'image, et le générateur de tubes à rayons X, qui est la source d'émission des rayons X. Et puis à côté de cet arceau mobile, on a une console de traitement et de visualisation, souvent avec 2 moniteurs, un pour permettre d'avoir une image animée et l'autre pour permettre d'avoir une image enregistrée, une image de référence. Alors avec ces moniteurs, on peut traiter, suivant la sophistication de l'appareil, traiter l'image. On peut aussi surtout la stocker, la transférer et éventuellement l'imprimer pour la remettre au patient ou la tracer dans le dossier du patient. Alors, le principe de l'amplificateur de brillance, c'est un tube à rayons X. Donc, le tube à rayons X, c'est une anode qui va accélérer des électrons et cette accélération des électrons va produire des rayons X. Ces rayons X sont toxiques potentiellement. Avec les appareils que nous utilisons au bloc opératoire, le niveau d'exposition est très inférieur aux limites réglementaires, mais il faut quand même y faire attention, prendre toutes les précautions nécessaires et en particulier porter très strictement le matériel de protection. Alors, la protection contre les rayons X, elle dépend de ce principe qui est illustré à droite, c'est-à-dire que l'appareil à rayons X a un rayonnement direct qui permet de générer l'image, mais il a un rayonnement diffusé latéralement qui peut impacter les personnes présentes dans la salle d'opération à ce moment-là. Donc, il faut, dans la mesure du possible, si notre présence n'est pas indispensable dans la salle, au moment de l'utilisation d'appareils à rayons X, sortir de la salle et il faut porter un matériel de protection, donc principalement le tablier plombé, mais aussi le cache-thyroïde. Dans certains cas, on peut porter des lunettes plombées ou des gants plombés si on a besoin de manipuler l'articulation avec les mains de façon prolongée. Le port du dosimètre est aussi très important. On pourra en parler avec Stéphane tout à l'heure lors de la discussion, mais c'est un élément de prévention extrêmement important qu'il faut respecter et en accepter les contraintes. Pour utiliser l'ampli au mieux en limitant justement ses effets, il faut essayer de mettre le patient plus près du récepteur d'image. Et le récepteur de l'image, c'est la partie plate, la partie amplie de brillance, qui, de préférence, doit être située en haut pour limiter les irradiations. On essaye d'installer le patient et l'ampli de brillance avant de mettre en place les champs stériles, mais tout ça, c'est de la logique simple. Mais en tout cas, il faut, dans la mesure du possible, anticiper l'utilisation de l'ampli de brillance et puis essayer de placer
la console dans l'axe de vision de l'opérateur de façon à apporter à tout le monde un confort d'utilisation de ces appareils. Et puis, ces appareils sont ensuite protégés par des housses stériles. La scopie, c'est le mode de fonctionnement classique et le plus simple de l'ampli de brillance. On peut, en plus de la scopie, utiliser un système de mémorisation pour garder l'image. Et ainsi, la dernière image reste visualisée sur l'écran et éventuellement sur le deuxième écran s'il y a un deuxième écran. On peut aussi utiliser un mode impulsionnel pour diminuer la dose, mais ça donne une image un peu saccadée. Là, je pense que chaque opérateur, chaque utilisateur va utiliser l'ampli de brillance de façon un petit peu différente, suivant les conditions aussi et les circonstances. Mais en tout cas, il faut toujours avoir en tête qu'on essaie de réduire l'exposition aux rayons X. Cette exposition aux rayons X, elle est tracée comme pour les dispositifs médicaux implantables. Il faut, dans la mesure du possible, tracer la dose reçue par le patient qui peut être mesurée, enregistrée à chaque utilisation de l'ampli de brillance. Et on peut, à la fin de l'intervention, imprimer et tracer le cumul de doses et le temps total d'utilisation de la scopie. Alors, je voudrais passer à l'image suivante. Donc, deuxième chapitre, ou plutôt quatrième chapitre de notre présentation de ce soir, l'installation de l'opéré. Alors, l'installation de l'opéré, bien sûr, dépend de la localisation anatomique, dépend du type de chirurgie, dépend du type de voie d'abord qu'on va utiliser, et puis dépend d'un certain nombre de choix, de préférences et d'écoles de la part du chirurgien. Mais, et je le dis d'autant plus que je suis chirurgien, il ne faut pas oublier les contraintes de l'anesthésiste et de l'anesthésie. Donc, l'installation, elle doit se faire en accord, bien sûr, avec l'anesthésiste pour des questions de sécurité et de qualité de l'anesthésie. Les règles de sécurité sont très importantes pour l'installation du patient. Il faut en particulier bien sécuriser le passage entre le brancard et la table d'opération dans les deux sens, hein, à l'aller et au retour. Il faut ensuite bien stabiliser le patient sur la table, donc savoir utiliser les appuis, avoir toujours la préoccupation que le patient ne tombe pas ou ne puisse pas tomber de la table, y compris lors de l'induction de l'anesthésie où le patient peut avoir des mouvements incontrôlés. Donc, il faut être vigilant aussi à ce stade-là. Il faut contrôler les positions extrêmes qui peuvent être utilisées pour l'installation chirurgicale. Donc, faire bien attention. Par exemple, pour une prothèse d'épaule, on fait attention à ne pas tordre ou ne pas mettre le cou en trop grande hyperextension, parce que ça peut avoir des conséquences neurologiques par la suite. Et puis, bien sûr, il faut faire une prévention des points de compression. Des points de compression sur la table d'opération. Les tables d'opération, en principe, ont des matelas à mémoire de forme qui limitent au maximum les points de compression. Il faut aussi limiter les points de compression liés aux appuis et puis limiter les points de compression du patient par rapport à lui-même entre les deux membres inférieurs, par exemple, quand on est en décubitus latéral. Il faut veiller au confort du patient. Alors, on a les couvertures chauffantes, qui sont maintenant un principe qui est bien établi au bloc. On a les matelas à mémoire de forme dont on a parlé, toute une série de coussins dont on peut servir pour caler le patient, améliorer son confort, et puis bien sûr tenir compte des spécificités de chaque patient, parce que certains patients sont porteurs de prothèses ou ont des antécédents, en particulier au niveau du rachis, dont il faut tenir compte dans l'installation pour ne pas prendre de risques. L'installation du patient, elle se fait sur une table d'opération que vous connaissez tous, mais il est peut-être utile de rappeler un petit peu de vocabulaire. Donc, le pied de la table d'opération, c'est le socle. Les plateaux qu'on utilise sont des plateaux universels qui sont comme des kits formés de plusieurs parties. Une partie qui s'appelle la tête, le dossier, le siège, les jambes. Les jambières peuvent être en un seul plateau ou séparées en deux jambières.
on dispose de toute une série d'accessoires pour installer le patient, on en a déjà parlé. Et puis les commandes sont soit des télécommandes électriques, soit des commandes hydrauliques avec une pédale. On a encore quelques tables mécaniques comme ça. Il faut bien sûr à chaque installation et à chaque ouverture de salle vérifier la fonctionnalité de la table et la sécurité de cette table d'opération, hein, parce que quelquefois on va y mettre un patient de 120 kg. Il faut être sûr que cette table soit en bon état de marche, là aussi, pour éviter un accident ou des soucis avant ou pendant l'intervention. Donc, il faut bien connaître la charge maximale supportée par la table, notamment si on est amené à opérer un patient en surcharge pondérale. La télécommande que vous connaissez tous, ben, j'en ai fait une photographie avec quelques commentaires sur les boutons. Donc, on peut inverser les commandes de la table en mettant, si on a installé le patient tête aux pieds, par exemple, eh bien, il faudra inverser la télécommande avec ce bouton. On peut incliner la table longitudinalement pour utiliser une position de Trendelenburg. Dans certains cas, ça peut être utile ou ça peut être aussi demandé par l'anesthésiste parfois. On peut monter ou descendre le plateau. On peut effectuer un tilt, qui est une inclinaison latérale. On peut mettre en position beach-chair, position semi-assise. On peut monter et descendre les jambes indépendamment du reste de la table. Et puis, on peut casser la table dans un sens ou dans l'autre. Et surtout, ce qui est très important, c'est ce bouton de remise à zéro. Dès qu'on veut remettre la table complètement à plat et annuler tous les réglages, on peut utiliser ce bouton. Et bien sûr, il faut connaître le panneau de contrôle de secours qui se trouve sous la table, parce que si la télécommande est cassée, si elle est tombée, on a toujours la possibilité de manipuler la table à l'aide du panneau de contrôle qui reprend ces mêmes boutons. Les appuis, ben, ils sont destinés à stabiliser la position du patient pour faciliter l'exposition de la zone opératoire. Ils sont fixés avec des cavaliers sur les rails latéraux, donc il faut faire attention à la manipulation de ces appuis pour éviter les risques de compression ou des étirements lors de la mise en position du patient. Les principales installations, ben pour l'épaule, c'est le décubitus latéral, principalement pour les arthroscopies chez nous, et puis le beach-chair, plutôt pour les prothèses ou pour les butées, par exemple. L'installation du rachis, ben, pour le rachis cervical, c'est une installation en décubitus dorsal qui est assez simple et assez classique. Par contre, pour le rachis lombaire, on a une installation en décubitus ventral en position génu-pectorale, comme vous le voyez sur l'illustration. Je remercie notre photographe maison, Françoise Pérez, pour cette œuvre d'art. Pour le membre inférieur, prothèse genou, prothèse de hanche, ligamentoplastie, on va s'installer donc soit en décubitus dorsal, en pliant plus ou moins le genou, en cassant plus ou moins la table pour libérer la mobilisation possible de la jambe, notamment par exemple pour faire des arthroscopies. Et puis, on peut s'installer en décubitus latéral, plutôt pour les prothèses de hanche en particulier. Donc, en conclusion, vous voyez que c'est un sujet qui est très vaste, qui est très technique, qui est assez difficile à résumer aussi rapidement. Mais cette présentation qu'on vous a faite avec Stéphane ce soir, elle est destinée à ouvrir la discussion, discussion pour ce soir, mais discussion au-delà, discussion dans les couloirs du bloc. Je pense qu'on peut reprendre tout ça en détail, notamment en ce qui concerne la radioprotection et l'utilisation des rayons X, qui est un chapitre un peu technique dont on ne parle pas souvent et qu'on pourra aborder peut-être plus en détail au cours d'un prochain programme de formation, parce que ça mériterait beaucoup plus de temps. J'en profite aussi pour vous demander de nous envoyer des demandes de sujets particuliers pour l'année prochaine. Si vous avez des thèmes qui n'ont pas été traités dans le programme de cette année,
et que vous aimeriez voir traité, ben, vous envoyez un email à l'email de l'Académie et puis on utilisera vos demandes pour l'année prochaine. Alors, je vais arrêter de partager parce qu'on va maintenant faire le petit quiz. Alors, je passe la parole à Stéphane pour le quiz sur les DMI. Vous voyez le quiz, Stéphane? Tout le monde le voit? Non, on ne le voit pas. Non, moi je le vois pas. Ça y Ah, est. tout le monde le voit? oui, ça y est. Oui. Ouais. Voilà. Donc, Stéphane, je vous laisse commenter et puis on va attendre les réponses. Alors, première question. Un DMI est un dispositif médical, premièrement, implantable, deuxièmement, indispensable, troisièmement, indisponible et quatrièmement, introuvable. Alors, je pense qu'on peut mettre fin au vote. Alors, Stéphane, quelles sont les bonnes réponses? Quel est votre commentaire par rapport à ça? Alors, on peut avoir les résultats pour voir. Alors, partagez les résultats, oui, pardon. Ok, donc 100% des personnes ont répondu implantable. Et en fait, les trois derniers adjectifs, donc c'est tout ce qu'il ne faut pas qu'un DMI soit. Donc, il ne faut pas qu'il soit indispensable. Si, indispensable, il est forcément, mais il ne faut pas qu'il soit indisponible et introuvable. Et j'en reviens donc à l'exhaustivité de la traçabilité. Et encore une fois, la communication avec le chirurgien, l'aide opératoire, l'infirmier de salle, pour que les dispositifs soient disponibles, trouvables aussi, puisque quand vous rangez les implants, sur le moment, ça peut vous paraître anodin, mais derrière, il faut savoir où aller le chercher précisément et rapidement pour que le patient soit opéré dans des délais corrects. Alors, ensuite, est-ce que je vais savoir passer au quiz suivant? Ah oui, pardon, c'est là-haut. Donc, voilà, deuxième. Donc, un fil de suture peut être résorbable, non résorbable, tressé ou bouclé. Et ou bouclé. Résorbable, ok. Non résorbable, non tressé. Bon, donc, je pense que tout le monde a répondu, ou presque. Alors, je partage les résultats, Stéphane. Donc, toutes les réponses étaient vraies. Donc, on peut effectivement avoir un fil de suture bouclé, c'est ce qu'on appelle les loupes, et qu'utilise plus particulièrement Monsieur Graveau, entre autres, puisqu'il est là. Pourtant, il n'est pas particulièrement bouclé, Monsieur Gravelot, mais… Non. Ça m'arrange parce que je crains que ce ne soit pas bouclé dans le sens plus agréable du terme. Mais bon, si vous pouvez éviter de me boucler, quant à me la boucler, là, bon courage. Alors, ensuite, comment je vais aller au suivant? Ah, pardon. Ah, voilà. Alors, l'amplificateur de brillance. Alors, l'amplificateur de brillance doit être positionné en haut de préférence, doit être positionné au plus près de l'articulation à visualiser, est un générateur de rayons X, est composé de 2 écrans le plus souvent. Pendant que vous répondez, un des plus grands principes de radioprotection, donc vous excuserez mon accent anglais, mais c'est as low as possible. Donc, c'est éviter autant que possible les rayons et réduire au maximum les rayons. C'est vraiment le seul principe et le plus grand principe à utiliser dans toute la radioprotection. Alors là, ce QCM était un peu un piège parce que nous, ce qu'on appelle amplificateur de brillance au bloc, c'est l'ensemble de la machine. Mais en fait, si on est très technique et très puriste, amplificateur de brillance, c'est uniquement
le plateau de réception de l'image, ce qui va générer l'image. Donc, la première réponse était vraie, puisqu'il doit être positionné de préférence en haut. La deuxième réponse était, alors je vais peut-être partager les résultats d'ailleurs, voilà. La deuxième réponse était vraie, doit être positionné au plus près de l'articulation à visualiser pour éviter un effet d'agrandissement. Est un générateur de rayons X. Alors, pas exactement. On peut accepter cette réponse parce que si on englobe dans l'ampli de brillance l'ensemble de la machine, c'est un générateur de rayons X, mais la partie ampli ne génère pas de rayons X. Elle réceptionne des rayons X. Et elle est composée de 2 écrans le plus souvent. Là aussi, si on est puriste, l'ampli ne comprend pas les écrans. Donc, voilà. Alors, on va aller à la question suivante. Donc, l'installation du patient doit être vérifiée par le chirurgien, doit être vérifiée par l'anesthésiste, doit tenir compte des antécédents chirurgicaux du patient et doit limiter au maximum les points de compression. Donc là, vous voyez, c'est une forme de conclusion sur les points importants d'une installation de patient au bloc opératoire. Donc, je mets fin au vote, je partage les résultats. Donc là, effectivement, toutes les réponses étaient vraies et il s'agit des points finalement assez importants concernant cette installation du patient. Alors, maintenant, si sur les quelques minutes qui nous restent, vous avez des questions, elles sont les bienvenues. S'il y a des points, comme on a un petit peu survolé le sujet, des points qui vous paraissent importants à préciser sur ce domaine du matériel, de l'installation du patient, des DMI, des fils et des amplis de brillance. J'apporterai une précision sur les poids des tables en ce qui nous concerne. Sur les tables mécaniques, au niveau du pilier, c'est 150 kg maximum. Par contre, les nouvelles tables, donc les tables électriques, vont jusqu'à 250 kg sur le pied central. Bien sûr, sur les extrémités, c'est un peu moins, mais voilà, les tables électriques sont plus conséquentes en termes de poids que les tables mécaniques. Et puis de toute façon, nos amis anesthésistes veillent à ce que nous n'opérions pas des patients trop lourds. Donc, je pense que c'est pour aussi éviter de mettre nos tables en défaut, très probablement. Moi, juste sur l'amplificateur de brillance, parce que c'est vrai que c'est un truc qui stresse un peu. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'être sous la source. C'est ce qu'on appelle le rayonnement direct. Ça, c'est très irradiant. Donc, en général, c'est le chirurgien, mais il faut éloigner les aides aussi à ce moment-là. Et il faut se rappeler que donc, tous ceux qui sont loin de la source sous l'effet d'arrosoir, c'est les rayonnements réfléchis qu'on prend. Donc, c'est déjà beaucoup moins. Et plus on va s'éloigner, moins ils vont être importants puisque c'est proportionnel au carré de la distance. Donc, il faut toujours intérêt à raser les murs quand il y a de l'ampli dans la salle, si on peut. Et effectivement, à sortir de la salle, à partir du moment où vous n'êtes plus dans la salle, il n'y a quasiment plus rien, quoi. Donc, voilà, le principe de dire, quand on fait de l'ampli, ne sont dans la salle que les gens qui en ont besoin. Et essayez quand même de vous intéresser à ce que fait le chirurgien, parce que s'il met un coup d'ampli pour avoir une image, ou s'il appuie sur la pédale pour avoir un effet dynamique, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, en s'intéressant un peu à ce qui est fait, on peut évaluer le risque. De toute façon, on n'utilise pas des doses importantes chez nous. Ce qui est très important, c'est toute la médecine interventionnelle endocanalaire ou endovasculaire, parce que là, il vérifie la montée des instruments avec des coups de scopie. En orthopédie, je pense qu'on l'utilise avec une certaine parcimonie, mais toujours intéressant de savoir comment il est utilisé dans la salle.
Bon, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être clôturer cette séance. Comme ça, on est en phase avec ce qu'on s'est donné comme temps. Hein. Il est 21h09. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine session dans 15 jours en principe. Je crois il y a une date à confirmer, il me semble, parce que normalement, c'est Isabelle Valade qui devait faire la prochaine session. Et je crois que sa session va être soit échangée, soit modifiée. En tout cas, on vous confirmera tout ça. Et je vous remercie beaucoup de votre attention pour ce soir, de votre participation. Merci à Stéphane pour la qualité de son travail et sa présentation, et à vous tous d'être là et d'accompagner cette dynamique de communication entre nous et de formation sur notre métier du bloc opératoire qu'on partage avec passion. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.